Bonjour, cette vidéo est présentée surtout pour les élèves de la classe littéraire section humanité, ça veut dire LH3, et pour les élèves de la classe sociologie et économie, ça veut dire SE, dans le programme libanais. Dans cette vidéo, nous allons commencer le chapitre 2 intitulé Principes de base d'une alimentation équilibrée dans l'unité 1 dans votre livre, dans votre programme Nutrition et santé. Comme une petite introduction à ce chapitre et à cette unité, nous pouvons dire que la nutrition et sa relation avec la santé est devenue l'un des sujets actuels qui intéressent toutes les catégories d'âge sans aucune restriction et qui constitue un sujet à la mode si vous voulez. Pourquoi c'est un sujet à la mode? Vu son importance et vu surtout les problèmes de santé liés aux mauvaises habitudes, liés à la malnutrition dans les pays pauvres et à la suralimentation aboutissant à l'obésité dans les pays riches surtout. Et vous savez que l'obésité est devenue alarmante de nos jours, surtout que son pourcentage a augmenté chez les adolescents au cours des années. Or, l'obésité, outre qu'elle cause des maladies cardiovasculaires, du diabète, des troubles hormonaux, etc., l'obésité, elle est mortelle. D'où la nécessité d'une bonne nutrition pour maintenir une bonne santé. Avant de commencer le chapitre 2 et l'activité 2, les besoins quantitatifs et les besoins énergétiques, parlons du rôle de l'alimentation. L'alimentation, comme rôle, apporte aux cellules de l'organisme les constituants essentiels à leur structure et l'énergie nécessaire à leur activité. Se nourrir est donc primordial. Actuellement, la diététique permet d'établir des règles d'hygiène, vous savez, plus rationnelles, basées sur la reconnaissance des besoins de l'organisme et des apports nutritionnels des aliments. Un bon choix alimentaire est donc essentiel, si vous voulez, à l'équilibre du corps et au maintien de la santé. Donc l'équilibre alimentaire s'articule autour de 3 questions essentielles. Que manger, quand manger et en quelle quantité? Toutes ces questions, on va répondre à toutes ces questions dans notre chapitre et dans l'activité 2 et les activités suivantes qui vont être discutées dans des prochaines vidéos. Dans notre chapitre, le chapitre 2, on va répondre aux questions suivantes. Quels sont les apports nutritionnels des aliments? Quels sont les besoins de l'organisme et comment construire une ration équilibrée? Passons à l'activité 2, besoins quantitatifs, les besoins énergétiques. Lorsque je dis quantitatif, ça veut dire je parle de la quantité d'aliments qu'on mange et l'énergie fournie par ces aliments. L'énergie fournie par les aliments constitue le besoin énergétique du corps. Tout d'abord, commençons par la valeur énergétique des aliments. C'est quoi la valeur énergétique des aliments? C'est l'énergie contenue dans un aliment. Elle correspond à l'énergie libérée par l'oxydation des aliments en présence du dioxygène. Vous savez, nous inspirons du dioxygène et le dioxygène sera utilisé par nos cellules dans des réactions chimiques appelées oxydation cellulaire. C'est une sorte de respiration cellulaire dans laquelle la cellule du corps va utiliser le dioxygène consommé plus les nutriments dérivant de la digestion des aliments pour produire de l'énergie qui sera utilisée pour toutes sortes d'activités physiques. Donc, cette énergie libérée correspond à la valeur énergétique apportée par chaque aliment que nous consommons.
L'énergie peut être mesurée expérimentalement au laboratoire en faisant brûler ça veut dire en présence de dioxygène, un aliment dans la bombe calorimétrique qui ressemble à un presto. Vous voyez la bombe là? Ici, on a une chambre de réaction dans laquelle on met l'échantillon d'aliments à tester. Par exemple, ça peut être une quantité de glucides ou bien de protéines ou bien de lipides. Vous savez, ce sont les matières organiques se trouvant dans les végétaux et dans les animaux que nous consommons, pardon. Donc, ces matières organiques formées de carbone, hydrogène, oxygène, les protéines sont formées de plus de carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Elles sont formées de l'atome azote ou bien nitrogène. Donc, puisqu'elles contiennent du carbone, donc on peut dire que les glucides, les protéines et les lipides sont des matières organiques qui constituent l'élément ou bien les éléments de base de tous nos aliments. Bon, une fois dans la bombe calorimétrique et en présence de dioxygène, l'aliment il va être brûlé et d'après les expériences au laboratoire, on a pu dresser ce tableau-là. Ce tableau nous montre quoi? Ce tableau nous montre que 1 gramme de glucides consommés fournit au corps 17 kilojoules. Kilojoules étant l'unité de l'énergie, vous savez. Dans d'autres termes, 1 gramme de glucides contient 17 kilojoules. De même, pour 1 gramme de protéines, il va fournir au corps 17 kilojoules, alors que 1 gramme de lipides fournit au corps entre 37 ou bien 38 kilojoules comme énergie. Donc, ce tableau-là, il est à retenir. Vous devez retenir qu'un gramme de glucides fournit 17 kilojoules, 1 gramme de protéines 17 et 1 gramme de lipides 37 ou bien 38 kilojoules, c'est le même. Donc, c'est la valeur énergétique des aliments. On la mesure expérimentalement à l'aide d'une bombe calorimétrique. Maintenant, on dit que la valeur énergétique des protéines obtenues à partir de la bombe calorimétrique est de 23 kilojoules. Donc, au laboratoire, les protéines ne donnent pas 17 kilojoules, mais plutôt 23 kilojoules, ce qui est supérieur à la valeur énergétique libérée dans l'organisme. C'est-à-dire, au niveau de l'organisme, 1 gramme de protéines va libérer 17 kilojoules, alors que dans la bombe calorimétrique, 1 gramme de protéines va libérer 23 kilojoules. Comment peut-on expliquer cette différence? Regardez comment. En fait, l'utilisation des protéines dans le corps va produire de l'urée. C'est un déchet organique qui contient de l'énergie et qui sera éliminé dans l'urine. Par conséquent, toute l'énergie fournie par les protéines n'est pas consommée. Donc, les 23 kilojoules ne sont pas totalement consommés dans le corps. Or, les 6 kilojoules restants, si vous retranchez 17 de 23, vous trouvez qu'il y a une perte de 6 kilojoules. Donc, ces 6 kilojoules sont perdus en tant que déchets dans l'urine. C'est pourquoi le contenu énergétique des protéines dans le corps est seulement de 17 kilojoules par gramme. Passons maintenant à l'évaluation des dépenses énergétiques. Ne confondez pas entre valeur énergétique des aliments et dépenses énergétiques. La valeur énergétique des aliments, c'est la valeur fournie par les aliments qu'on consomme. C'est l'énergie qui va entrer, va être consommée par l'organisme. Alors que les dépenses énergétiques, ce sont les quantités d'énergie brûlées ou bien les calories brûlées et qui varient d'une fonction physique à l'autre, selon que la personne elle est au repos, ou bien elle regarde la télévision, ou bien elle fait un certain genre de sport, etc. Donc, dépense énergétique, ça veut dire le fait de brûler de calories, alors que valeur énergétique d'aliment, c'est l'énergie consommée qui entre dans l'organisme. Comme définition, la dépense énergétique est la quantité d'énergie ou de calories
dont une personne a besoin pour couvrir une fonction physique telle que respirer, faire circuler du sang, digérer de la nourriture ou faire des mouvements physiques. Donc votre dépense énergétique quotidienne totale est le nombre total de calories que vous brûlez, comme j'ai dit, chaque jour. Comment évaluer cette dépense énergétique? Ici, vous avez une formule à mémoriser. La dépense énergétique en kilojoules est égale au volume de dioxygène, toujours en litres, fois ce qu'on appelle un coefficient thermique en kilojoules par litre. Ce coefficient thermique, c'est une constante de 20 kilojoules. Vous devez retenir 20 kilojoules. Lorsque vous voyez coefficient thermique, directement vous mettez 20 kilojoules. Ce coefficient thermique correspond à quoi? D'après l'unité, le coefficient thermique veut dire que 1 litre de dioxygène va libérer, va brûler 20 kilojoules. Et si on revient à la formule précédente, on peut dire que la dépense énergétique, elle est proportionnelle au volume de dioxygène consommé. Ça veut dire, lorsque le volume de dioxygène augmente, la dépense énergétique augmente, et donc lorsqu'on bien respire, on respire bien, la dépense énergétique de notre corps augmente. Donc on brûle plus de calories si on sait comment bien respirer. Donc, comment maintenant chercher le volume de dioxygène en litres? Le volume de dioxygène en litres est égal à l'intensité respiratoire en litres par gramme par heure fois la masse du corps de la personne en kilogrammes fois le temps, et c'est le temps en heure, le temps de l'activité physique accomplie par la personne. Par exemple, si j'ai une personne de 70 kilogrammes qui fait la course rapide pendant 2 heures, comment je vais calculer le volume de dioxygène? Je multiplie 70 kg fois les 2 heures d'entraînement fois ce qu'on appelle une intensité respiratoire. Et cette intensité respiratoire, on vous la donne dans la donnée de l'exercice. De même pour la masse et de même pour le temps. L'intensité respiratoire, elle correspond au volume de dioxygène consommé par rapport à la masse de la personne et aux heures de l'exercice physique. Donc, une fois on cherche, on trouve le volume de dioxygène, on le remplace dans la formule précédente, on le multiplie par 20 toujours, et comme ça, on trouve la dépense énergétique de la personne. On va passer maintenant à un exercice d'application sur la dépense énergétique et la valeur énergétique des aliments. C'est un exercice qui constitue un exercice type pour les examens officiels du programme libanais. L'exercice 3 parle de l'alimentation saine d'un coureur. On va lire ensemble. L'énergie dépensée au cours d'une activité physique peut être estimée à partir de l'intensité respiratoire, comme on a dit. Le document 1 montre les différentes intensités respiratoires requises pour diverses activités. Par exemple, si je fais une marche rapide, mon intensité respiratoire est de l'ordre de 0,9 litres par kilogramme par heure. On a un athlète dont la masse est de 60 kg. Il désire faire participer à un marathon. C'est pour cela qu'il s'entraîne à la course pendant 2 heures. Donc, pour calculer le volume de dioxygène, je vais choisir l'intensité respiratoire correspondante à la course, car l'athlète, il s'entraîne à la course et non pas à la marche rapide ou bien la marche lente. Et je multiplie 2,5 par la masse 60 kg par les 2 heures d'entraînement et comme ça, je trouve le volume qui est de 300 litres. Ensuite, dans la question 2, on demande de calculer la dépense énergétique. Vous faites le volume de dioxygène trouvé là, multiplié par 20 kJ et vous trouvez que ce coureur-là, il a brûlé 6000 kJ durant son entraînement. Maintenant, on vous dit, afin de couvrir les besoins énergétiques supplémentaires liés à cet exercice, un diététicien prescrit à cet athlète un régime alimentaire riche en glucides, comme le présente le document 2, et lui fournit la composition de ce régime comme le fournit le document 3.
Donc, le diététicien a prescrit à cet athlète de manger 15 portions de céréales, 6 portions de fruits, 6 portions de légumes et 5 portions de produits laitiers. Et ici, on vous montre chaque portion, une portion de chaque catégorie d'aliments, combien de grammes de glucides fournit à cet athlète. Pourquoi de glucides? Là, on demande dans la question 2, calculer la quantité de glucides en grammes apportée par le régime alimentaire prescrit par le diététicien d'après le document 2 et 3. Comment alors calculer? On vous dit, une portion d'un produit céréalier va donner 15 grammes de glucides. Qu'est-ce que je fais? Je multiplie 15 portions consommées par l'athlète fois 15 grammes pour trouver quelle est la quantité de glucides fournie par les 15 portions de céréales. Vous procédez à ce même calcul et vous trouvez alors comme quantité totale de glucides consommés ou bien prescrite à l'athlète est de 405 grammes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce régime alimentaire va fournir à l'athlète 405 grammes de glucides. Alors, il demande, dans la question 2.2, de calculer l'énergie totale apportée par ce supplément glucidique, sachant que 1 gramme de glucides apporte 17 kJ. Ils vous ont donné qu'un gramme de glucides apporte 17 kJ. Or, lui, il a consommé combien de glucides? Il a consommé 405 grammes de glucides. Alors, je multiplie 405 fois 17 et je trouve que l'énergie apportée par tout ce diet ou bien tout ce régime alimentaire prescrit à l'athlète est de 6885 kJ, une valeur supérieure à celle brûlée par ce même athlète durant son entraînement. Et la dernière question est alors déduire. Et lorsqu'on demande de déduire, c'est faire un petit raisonnement et après donner la conclusion. Déduire si la quantité d'énergie calculée peut couvrir les besoins énergétiques liés à l'entraînement chez cet athlète. Bien sûr que oui, car l'énergie fournie par son régime alimentaire est légèrement supérieure à celle brûlée durant son entraînement, donc on peut dire que les besoins énergétiques de cet athlète sont couverts. J'espère que vous avez bien compris cet exercice. C'est un exercice type demandé pour l'examen officiel. On passe à la deuxième application. Vous avez deux tableaux. Le tableau à gauche vous montre la variation des dépenses énergétiques journalières en fonction de l'âge, du sexe et de l'état physiologique de l'organisme. Et le tableau à droite vous montre la variation des dépenses énergétiques chez un même individu lorsqu'il est au repos ou bien en faisant une marche. Et alors, dégager, c'est pas expliquer ni relever. C'est tout simplement faire reformuler les idées présentes dans les deux documents et tirer une conclusion. Comment les dépenses énergétiques varient-elles? Si vous regardez là, ça varie entre enfants, adolescents, adultes, entre hommes et femmes, et même chez les femmes, entre femmes normales, enceintes ou bien allaitantes. Et si vous observez là, vous voyez que au repos, on dépense moins que lorsqu'on est en marche. Alors on peut dire que les dépenses énergétiques varient chez le même individu selon l'activité physique et varient d'un individu à l'autre en fonction de l'âge, si c'est un enfant, un adolescent ou bien un adulte, selon le sexe, si c'est une femme ou bien un homme. Vous voyez, l'homme dépense plus que la femme comme énergie journalière. Hein? Et selon l'état physiologique, si nous sommes à la puberté, si nous sommes en grossesse ou bien si la femme allaite. On passe dernièrement au métabolisme basal ou bien métabolisme de base. C'est quoi le métabolisme basal? C'est la dépense énergétique minimale qui couvre les fonctions de base de l'organisme, telles que les fonctions cardiaques, respiratoires, nerveuses, synthèse et excrétion. Dans d'autres termes, on peut dire que ce métabolisme correspond aux besoins énergétiques incompressibles de l'organisme, c'est-à-dire c'est la dépense d'énergie
minimale permettant à l'organisme tout simplement de survivre. Ça veut dire au repos, l'organisme consomme en effet de l'énergie pour maintenir en activité ses fonctions vitales, la fonction du cœur, la fonction de son cerveau, la respiration, la digestion, pour maintenir une température constante du corps et pour faire les différentes réactions biochimiques à l'intérieur des cellules. Donc, le métabolisme basal, la définition du métabolisme basal est à mémoriser. Maintenant, quelles sont les conditions de mesure du métabolisme basal? Il va être mesuré au repos, en l'absence de toute activité physique. Il va être mesuré à jeûne, en l'absence de toute activité digestive, et à la température de neutralité thermique entre 18 et 20 degrés, en l'absence de tout effort pour la thermorégulation due au froid ou bien à la chaleur. Car si on sent le froid, notre organisme va brûler plus de calories, plus d'énergie pour réguler la température du corps. De même, lorsqu'on sent chaud. Donc, le métabolisme basal doit être réalisé sous ces conditions-là. Et merci de votre écoute. À bientôt.